Est-ce qu'on n'aurait pas un petit piège haussier qui est en train de se présenter et de se valider face à nous? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue les Future Whales dans la pilule du mardi. Aujourd'hui, on va voir effectivement ce qui se passe et pourquoi on est en train potentiellement de valider ce piège haussier. Petit point également sur la partie fiscalité pour ceux que ça intéresse. Et un gros point sur les différentes altcoins. Je pense qu'on a vraiment un piège haussier qui est en train d'ailleurs de se former. Et on voit d'ailleurs avec de belles explosions par rapport à celle-ci et un petit projet crypto pépite. Donc pensez à vous abonner, un petit like et activer les cloches de notification pour ne rien louper. On commence du coup directement avec la macro. Donc cette semaine, on a encore rajouté de la surcouche par rapport aux grosses news qui sont positives. On a eu encore une qui vient de tomber à l'instant. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup, je trouve. C'est-à-dire que là, on surenchérit par rapport effectivement du côté de l'Asie avec Hong Kong, avec HSBC. On nous parle d'un index qui est sorti effectivement sur 30 monnaies différentes, etc. Vous avez la liste juste ici si vous y intéressez et regardez au cas par cas. Mais je trouve qu'on a beaucoup de rebondissements qui sont déjà enchaînés à la base. On parlait quand même de 5 ETF. On avait pas mal d'ETF en plus qui étaient en spot sur Bitcoin, donc qui sont des news justement extrêmement cosmiques. De la part de BlackRock. Là derrière, on a également Fidelity qui pareil en rajoute une couche. Au niveau du CME, donc c'est au niveau des institutionnels, on nous parle qu'effectivement ils sont en train de mettre un ratio Ethereum Bitcoin pour le 31 juillet. Donc d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas ce top de Sell the News qui arrive au 31 juillet ou même un petit peu après? À pas négliger, la date peut être pertinente. Il faudra d'ailleurs suivre, j'ai viens de percuter là pour le coup parce que je l'avais déjà noté, mais ça vient de me revenir en conscience. Cette date du 31 juillet, il faudra aussi la suivre parce qu'on peut très bien effectivement avoir ce piège aussi qui se concrétise un peu par la suite parce qu'en fait on a toujours un peu de la décision. Mais on a de la décision avec une grosse poussée haussière au niveau des institutionnels. Et là, alors tout n'est pas approuvé sur les gros fonds que vous avez. Là, pour le coup, vous voyez, on parle en milliards. Donc là, 9 000 milliards, par exemple. On parle de 27 000 milliards. Le marché crypto, c'est environ 1300 milliards. Donc on est loin, vous voyez, des 27 000. Il suffit qu'il y en ait un petit peu cet argent qui rentre directement sur BTC en spot et ça peut littéralement propulser le cours. Donc c'est vraiment pas négligeable et les proportions sont juste énormes. Par rapport à la macroéconomie, le 12 juillet, au niveau des chiffres de l'inflation, donc il faudra suivre ça, comment ça avance, si ça évolue dans la bonne direction ou pas. Et au niveau de la hausse des taux, on prévoit de réélever encore la hausse des taux, donc pas de pivot à venir, vous savez, le pivot qui avait énormément d'impact du coup précédemment, donc il faudra effectivement le suivre. Mais pour l'instant, on prévoit toujours de continuer d'augmenter. Et d'ailleurs, j'avais déjà mis en avant le tableau ici, donc là, on est au 500-525, donc les fameux 5.25. Et donc on prévoit, avec des statistiques qui est quand même déjà assez intéressantes au 26 juillet, et depuis elles se sont renforcées. Pourquoi? Parce que là on voit qu'on est quasiment à 75%, alors que justement si je prends les dernières stats, on est à 86. Donc les stats se renforcent justement pour cette hausse des taux de 0,25 points. Et ce qui effectivement là pourrait rallonger, là vous voyez on arrive carrément pour le coup toujours au 5 janvier au niveau de la baisse donc du pivot qui pourrait s'exercer. Et donc effectivement potentiellement si les statistiques sont bonnes et qu'on a bien un pivot qui s'exécute à cette date là, eh bien une correction de marché qui pourrait s'exécuter vers ou un petit peu avant potentiellement, parce que le marché peut aussi l'anticiper, mais si les stats sont bonnes, effectivement vers la fin d'année ou vers janvier. Pour autant, le fear and greed n'est pas excessif au niveau du sentiment de marché et je le vois. Je vois beaucoup en fait de personnes qui sont encore beaucoup dans le doute, énormément. Et pour autant, on a encore énormément de news. Là, on avait BlackRock qui remet et qui relance la chose du coup au niveau de son ETF et qui force un peu la main du côté de la SEC avec Coinbase. Donc on met en avant encore plus Coinbase et d'ailleurs l'action de Coinbase qui a bien rebondi pour le coup, qui remonte très 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 bien. Donc pareil, ça c'est un gage de qualité. D'ailleurs le graphe est pour le coup assez sympathique je trouve du côté de Coinbase au niveau de l'action. Mais en tout cas, ça va être un appui de plus de crédibilité pour l'écosystème. Par contre, attention parce que notamment, vous voyez là, je suis déjà par exemple en surachat entre guillemets, donc ça peut durer longtemps et le cours peut très bien monter très longtemps tout en étant en surachat et en restant ici, ça c'est largement probable, tout en ayant même des signaux de divergence baissière sur le RSI, c'est largement possible. D'ailleurs, on a déjà sur Bitcoin, on va le voir. Mais ce que je vois, c'est encore, il y a encore en fait beaucoup d'indécision, de personnes qui ne veulent pas y croire, de personnes qui disent qu'il y a la macroéconomie qui fait peur, donc on ne peut pas continuer de monter, etc. Mais pour autant, on nous bassine et là, on surenchérit de news. Donc ça peut continuer comme ça pas mal de temps à monter. Et je vous ai donné du coup la date du 21 juillet également par rapport au CME de Bitcoin par rapport à Ethereum. Donc
on peut continuer en fait de pricer, de pousser tant qu'en plus les gens n'y croient pas trop. Je vois que de temps en temps, il y a quand même plus de personnes qui rentrent encore en short. Là, on a effectivement au niveau du Nasdaq, une nouvelle rentrée, une nouvelle proposition directement. Donc une société qui s'occupe du coup de tout ce qui est ATM. Donc ATM, ce sont un petit peu les distributeurs directement d'échange de crypto-monnaies contre l'utilisation du coup en espèces ou en CB. Donc c'est pareil, ça c'est des news qui sont juste cosmiques, juste énormes et extrêmement impactantes de manière positive. À mon sens, ça fait un peu trop. Ça fait beaucoup et depuis pas mal de temps. Donc je me fie vraiment de toute cette macroéconomie. En plus, là on va y venir, mais effectivement on a des altcoins qui explosent dans tous les sens. Donc je me méfie vraiment de tout ce bruit et de tout ce sentiment ambiant. Par contre, et c'est vraiment ce que j'ai souligné, c'est que là en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah mais la macro, attention, il y a le pivot qui arrive, etc. » Et justement, ça m'a fait penser à une citation de Peter Lynch que je vous ai remis juste après. Mais c'est des dires du coup que j'ai repris directement sur Twitter, qui disait qu'effectivement, le film The Big Short, pour ceux qui le connaissent, le fameux trader qui effectivement a shorté la crise de 2008, il faut savoir que dans ce film-là, il a fait perdre énormément d'argent et il a pris des risques inconsidérables pour arriver à shorter. Parce que quand vous shortez le marché, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous arrivez trop tôt, vous allez juste vous faire liquider par le marché. La personne qui se dise « Ah ok, il va y avoir une crise économique et on va avoir un pivot de marché », s'il le fait ici, il faut qu'il assume toute cette montée et qu'il ait assez de capitaux et assez de liquidités pour assumer toute cette montée. Et cette montée-là, elle peut vraiment continuer de monter longtemps. Donc, il ne faut vraiment pas le négliger. Et c'est vraiment ce que souligne du coup le film The Big Short. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que ça va être pas mal également pour votre culture personnelle par rapport au marché financier. Mais c'est vraiment ce que je voulais souligner. Et pour le coup, ces dires-là, ils me font extrêmement sens. C'est-à-dire qu'à mon sens, prédire le prochain grand crash est effectivement un processus non pragmatique de sous-performance entaché de préjugés et pour le coup la plupart du temps effectivement de chamanisme. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sorte de boule de cristal un petit peu à l'aveugle et je voulais justement souligner la citation de Peter Lynch qui est pour le coup une référence dans l'écosystème en termes d'investissement qui disait qu'effectivement plus d'argent en fait ont été perdus directement en essayant d'anticiper ou de préparer la future correction bien plus que dans la correction elle-même. Je n'ai pas trouvé la citation en français, pour le coup, je ne l'ai pas retrouvée, mais elle est facilement trouvable directement sur Internet. Mais c'est ça, c'est le fait de vouloir anticiper la correction qui fait perdre bien plus d'argent que la correction elle-même. Alors au final, à quoi bon du coup l'anticiper? Justement avec ce que j'expliquais depuis déjà des mois, que justement en fait, à chaque fois qu'on va avoir un pivot historiquement de marché, on va avoir le top de marché ou quasiment. Donc tant que le pivot n'est pas assez proche, pourquoi se dire je vais shorter le marché? Ça n'a aucun sens. Et ça souligne également la fameuse citation de Peter Lynch. Petite projection et après on enchaîne également avec les altcoins. Donc là on a une projection, on va dire depuis le point le plus bas des marchés haussiers qui se mettent en place en termes de comparaison avec les précédents. Donc, vous voyez, en orange 2011, 2015 le rose, 2015 à 2018 et également jusqu'à 2022. Donc vous voyez un petit peu les cycles haussiers et là donc en fait on vient repartir à chaque fois du point le plus bas en vert et vous voyez l'évolution en termes de cycle haussier. C'est pas parce qu'on n'est pas en bull run qu'on ne peut pas être en bull market. Il y a une différence. Bull market, c'est cycle haussier, donc un marché qui est en tendance haussière. Et le bull run, c'est la phase extrêmement euphorique qu'on a l'habitude de comprendre et de connaître du coup dans le marché crypto où là c'est l'ultra euphorie. Malheureusement, la plupart des personnes justement arrivent dans les phases de bull run, sauf que le marché en général est déjà assez haut quand on est vraiment dans ce fameux bull run, parce qu'en général les gens ils arrivent un petit peu tard, c'est-à-dire que là le bull run, à mon sens, il se déclenche ici, vers les 12 200. Là, hop, je me rappelle, on avait pété là. Et une fois qu'on a cassé ce niveau-là, là, ça y est, on est parti to the moon. On vient casser la TH pour le coup très rapidement. On stagne rapidement, effectivement, sous le précédent plus haut. Et derrière, on vient casser. Et donc, en fait, pour moi, le bull run, il se déclenche ici. Directement ici, pour le coup. Il y en a qui prennent la base du halving. Oui, mais pour moi, on peut vraiment être piégé par rapport à celui-ci, donc il faut se méfier. Et à mon sens, voilà, le bull run, il a vraiment lieu ici, et jusqu'à en fait, la phase de correction, on vient stopper ici. Donc moi, le bull run, c'est toute cette phase-là, alors que le bull market, le marché haussier, en fait, il commence dès le point plus bas. Donc en fait, il commence ici. Et là, à mon sens, on est encore dans ces périodes où on va être plus ou moins ici, en termes de temporalité, par rapport à 2017.
Sauf que la plupart des personnes vont rentrer uniquement et vont vouloir rentrer que quand c'est euphorique et que quand on sera en bull run, alors que vous le voyez, on est déjà beaucoup trop haut. Parce qu'en plus, en général, ils n'arrivent pas juste au tout début, ils arrivent justement quand le sentiment est bien fort. Et on le voit en termes de data à chaque fois, les gens sont arrivés sur Mars et sont arrivés plus ou moins sur novembre. À chaque fois, c'était ultra significatif. Donc prudence par rapport à tout ça et faites bien la distinction entre un cycle haussier et le fameux bull run qu'on voit qui est pour le coup effectivement assez euphorique. Donc en termes de comparaison, on en est encore loin et on peut quand même faire des très belles performances avant justement d'arriver en bull run. Ça serait dommage de ne pas en profiter. J'avais fait également un petit réel sur Instagram, alors je me suis amusé à dire Bitcoin pour voir effectivement comment les gens réagissaient, mais j'ai fait vraiment la comparaison par rapport à cette fameuse moyenne d'investissement des plus ou moins de 30 000 pour MicroStrategy, parce que tout ce qui va être en dessous du coup va clairement nous faire en fait une notion de support, parce que s'il y a beaucoup d'institutionnels, et c'est ce que j'avais expliqué du coup dans le réel précédent que vous trouvez sur Instagram, c'est qu'en fait tout ce qui va être en dessous de cette moyenne, ce ne sera pas les seuls où MicroStrategy aura plus ou moins acheté dans cette moyenne-là. Du coup, tout ce qui va être en dessous des 30 000 va créer naturellement une pression acheteuse assez forte. Donc bien évidemment qu'on peut essayer de percer et passer toujours en dessous pour le coup des 30 000 et faire un petit piège comme ça et repartir dessous, ça c'est possible. Par contre, tout ce qui va être en dessous des 30 000 va forcément avoir une forte incitation acheteuse qui va se rajouter par-dessus. Allez voir le réel si vous voulez plus de détails, mais c'est vraiment ce qui va s'impacter et ce qui va se mettre en place. D'autant plus si en plus on arrive à franchir cette fameuse résistance qui est là depuis 300 ans. Depuis le début effectivement du bull market, elle est également ici. Du bull run du coup, et effectivement elle est marquée ici, elle est marquée ici, elle est marquée X fois. On en parlait X fois au niveau des 30 000, pareil là on a réagi exactement dessous, on a été effectivement repoussé ici, et là pareil on a du mal à passer. Donc cette résistance, si je vous le dis on la passe au niveau des 30 000, allez 30 000, 31 000, si vraiment on la casse celle-ci, c'est pareil, ça va faire un gros support dessous, et retourner du coup sous ce support-là, plus on va revenir au contact de celui-ci, plus ça va inciter les rachats extrêmement forts sous les 30 000 si justement on le passe. Donc tout ça, ça va prendre en compte. Donc résultat des courses, méfiez-vous vraiment de ce qui se passe actuellement parce qu'à la fois, on a un mélange d'indécision où les gens ne veulent pas y croire et pour autant, on a encore de la marge pour continuer de pousser à la hausse. Et il y a tout un tas de news qui sont en train potentiellement de synchroniser une hausse du sentiment qui ne s'est pas encore réalisée. Donc forcément, le piège haussier idéal. Je repasse pour un petit point, pour un petit document. Là, je vous mets directement. Vous pouvez screen si ça vous intéresse. Comme ça, vous avez l'historique. Le document est à jour. Pour le coup, les tout récents, il vient d'un rapport complet. Vous pouvez trouver du coup sur CoinCube directement au niveau de l'imposition. Donc, toutes les zones vertes, c'est non imposable. Là, je suis dans le monde entier. J'ai la partie également sur l'Europe. Je vous invite à faire un petit screen si effectivement ça vous intéresse. Et effectivement, avec les pays jugés comme les plus pertinents au niveau de l'imposition actuelle. Donc, ce que je voulais souligner avec les altcoins, c'est que déjà, vous le voyez, on a un Ethereum qui a pris un peu plus de valorisation que Bitcoin ces derniers jours, du coup cette semaine. Et on a des altcoins qui ont fait des très belles poussées. Et on le voit d'ailleurs également sur celui-ci. On a eu des très belles poussées par le coup sur le top 100. Déjà des 50%, des 40%, des 60%. Vous avez vu ce que ça donnait précédemment. On n'était pas du tout à s'y pousser là. Moi par contre, ce qui me dérange, et c'est là que je vous parlais justement de piège haussier, c'est qu'en fait, on a eu des très belles poussées sur beaucoup d'altcoins. Sauf que ça s'est fait très vite. Ça a été aussi incité effectivement par pour le coup le halving au début. Donc ça fait pas mal de temps que des personnes en parlaient pour le coup au niveau du halving de LTC qui est en fait légèrement en décalé. Donc c'est comme Bitcoin mais pour le coup il est en décalé et il arrive de mémoire à la fin du mois si je dis pas de bêtises. Donc on a encore de la marge pour le coup par rapport à celui-ci au niveau du halving de LTC, ce qui fait justement monter le sentiment en mode je suis plus malin que le marché et je peux effectivement prévoir un sell the news et que le marché remonte. Attention parce que encore une fois c'est un halving qui est très anticipé et il a des chances de corriger aussi un petit peu avant, donc ne vous en vendez pas de rêve en mode ça y est après le halving ça va s'envoler etc. Mais ça a incité et je trouve un très beau rebond sur mine de rien beaucoup d'altcoins. Vous voyez la bougie là pour le coup elle est quand même assez grosse et on a eu des très beaux rebonds. Là une grosse partie au niveau des anciens aussi protocoles de la DeFi, donc ce sont littéralement des références. Donc quand cela pousse à la hausse et explose, en fait, vu que c'est des références, les nouveaux ne vont pas forcément les voir. Par contre, tous les anciens du marché, je vous le dis, Compound, Maker, AAVE, ce sont littéralement les références de la DeFi aussi. Donc quand cela explose et nous font, là pour le coup, des poussées juste énormes. Par exemple, on parle de... hop, là je vous le prends. Tac, on est en 21 jours, donc mine de rien, ça pousse quand même, ça met un petit peu de temps, mine de rien, à remonter. Mais on a quand même des très belles poussées, pour le coup, sur Compound, sur Maker, sur AVE, et certains nous ont fait des très belles bougies, même à la journée.
Là, vous voyez, déjà, je suis en journalier, là, pour le coup. Donc, sur Maker, on a des TRL poussés. Et surtout, ce que j'ai vu aussi après, progressivement, c'est qu'on a eu des explosions. Là, vous voyez, en 2 jours, pam, on a eu des grosses explosions. Alors, je ne sais plus lesquelles ont fait les plus gros pourcentages exactement. Mais là, on a des plus 40%. On a Fun, ici, on est à 40. Là, on est à plus 100% déjà. On a eu des très, très beaux multiples. Donc, certains ont explosé plus que d'autres. Mais là, vous voyez, ben là, bam, je suis quasiment à plus 150%. Donc, pour moi, je trouve que, au vu de toutes les news, donc là, vous voyez, on a 250% en un jour. Donc, en environ 24 heures. Et donc, c'est pas les seules crypto-monnaies comme ça qui ont fait des belles explosions. Donc, c'est pas la majorité. Ce qui va nous permettre, encore une fois, potentiellement d'arriver à frustrer les gens tout en ayant de grosses news bullish, en piégeant les gens. Et surtout, c'est ce genre de mouvement. C'est qu'en fait, comment tu rentres sur ce genre de mouvement? C'est-à-dire que les personnes là qui ont accumulé progressivement, je vais vous prendre celui-ci par exemple, euh, qui ont accumulé progressivement sur cette altcoin-là, ils sont rentrés par ici, par ici, par ici, s'ils ont fait du DCA par exemple, tout au long du marché baissier. Comment ils sont rentrés parfaitement ici alors qu'en fait ils accumulent depuis X temps. Donc moi on a des grosses explosions comme ça. Si encore on avait un beau mouvement qui se construisait avec des beaux arrondis, des beaux creux et vraiment une tendance avec des plus hauts de plus en plus hauts, également des plus hauts et des plus bas, là on a une réelle construction. Là, autant, je trouve que ça fait une très grosse explosion et on l'a d'ailleurs vu en premier lieu sur BCH, sur BSV qui ont également explosé du jour au lendemain. On a eu une énorme poussée au début sur BCH, du jour au lendemain qui s'est décrété, qui arrivait comme ça un petit peu sans prévenir, sans forcément trop de signaux et sans trop de construction sur le marché, sur la dynamique du prix. Donc, ces explosions du jour au lendemain, où on a plein de petites crypto-monnaies qui arrivent et qui explosent sans construction technique, entre la macroéconomie qui est un peu tendance, qui fait hésiter les gens, entre toutes ces news bullish extrêmement favorables qui arrivent et qui renforcent, jour après jour, et je vous en ai montré du coup juste avant, qui ne cessent d'accumuler très très rapidement sur une période très courte, et qu'en plus de ça, sur une période où les gens ont tendance à être à perte en permanence sur les altcoins, on a tout un tas d'altcoins qui explosent sur des bougies totalement vertigineuses du jour au lendemain. Moi, je vous le dis, ça me plaît pas trop, tout ça. Ça me plaît vraiment pas trop. Donc, est-ce qu'on pourrait, justement, continuer de frustrer les gens et amplifier ce piège haussier à moyen court terme pour potentiellement, après repartir sur Bitcoin, sur Ethereum et reprendre un cycle normal où on vient faire exploser des nouvelles crypto-monnaies au fur et à mesure et les nouveaux arrivants également sur le marché. Ça me fait beaucoup plus sens. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait amplifier ce piège haussier à la fois avec ce mélange de doutes et à la fois avec ce pump and dump un peu qu'on est potentiellement en train de voir sur les altcoins? Moi, ça me fait sens. Donc, méfiez-vous du marché. À mon sens, c'est un petit peu le mot actuel sur, en tout cas, les altcoins. Sur le reste, écoutez, est-ce que j'ai des raisons de FUD, etc. Pas forcément. J'ai pas forcément de raison d'avoir peur. Est-ce que je vais racheter là tout de suite sur les 31 000? Pas spécialement, parce qu'on est quand même sur un petit point haut, pour le coup, en local à l'instant T. Mais en tout cas, on est sur des zones qui, mine de rien, par rapport à ces nouvelles, renforcent de toute façon, même si on vient à se manger une correction, les news ne vont pas disparaître pour autant. Ce qui sort en bourse, les propositions, etc., elles ne seront pas oubliées pour le coup. Et du coup, c'est quelque chose qui pourra également jouer sur la tendance haussière de Bitcoin comme de Ethereum. On finit du coup sur un petit projet à fort potentiel sur le gaming. Avant ça, petit coup également d'éclaircissement. Potentiellement, petite relance à venir du côté de Aptos. On a eu une belle correction, c'est une nouvelle blockchain, c'est un secteur qui est porteur en termes de niche, donc affaire à suivre également sur Aptos, mais on pourrait effectivement avoir une belle relance. Alors, pourquoi je parle d'un projet gaming? Vous savez, Ubisoft, c'est une des plus grosses boîtes du monde en termes de gaming, et ils sont d'ailleurs très impliqués dans le Web3, notamment avec UOS, etc., avec des projets qu'on connaît quand même assez bien. Ils sont en train de lancer leur premier jeu. Ce premier jeu s'appelle Champions Tactics Grimoria Chronicle. Vous l'avez juste devant. Il y a un petit thriller, mais pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Est-ce qu'on peut trouver plus de docs que ça? Peut-être vis-à-vis du Discord, mais j'ai pas encore trouvé énormément de documentation. Donc, n'hésitez pas à creuser et à suivre ça si effectivement ça vous intéresse. Ça peut être plus que pertinent. Et du coup, j'ai creusé un minimum le sujet et j'ai vu qu'en fait, c'est reposé également sur une autre blockchain qui était spécialisée pour le gaming. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même Ubisoft. Est-ce que potentiellement, je connais cette blockchain et quelle pertinence elle a? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était déjà un nouveau projet. Donc, je me suis dit, bon, Oasis, ok, je connaissais pas le projet pour le coup. Il est sorti seulement mi-décembre 2022, donc c'est quand même assez récent, ça a déjà 7 mois. Mais pour le coup, on a une belle libération, on va le voir au niveau des tokens, ce qui a permis un petit peu d'appuyer pour le coup le prix et de dumper un petit peu le prix.
Donc est-ce qu'on n'aurait pas un rebond à contre-temps quand justement on va arriver à absorber effectivement l'offre par rapport à celui-ci? Surtout que là, le fait qu'en fait on ait Ubisoft qui met en avant ce nouveau jeu et qui arrive, potentiellement l'éclaircissement et la visibilité du coup sur ce projet va se faire également progressivement, et plus on va avoir de visibilité, plus potentiellement, la même façon dont moi par exemple j'ai découvert la blockchain Oasis, ça va permettre également des gens de se pencher également la question sur les sujets effectivement de la blockchain Oasis. Donc j'ai creusé un petit peu le sujet, je vois qu'elle est assez récente, j'ai mesuré un petit peu le market cap, on va voir avec différents éléments pour que vous compreniez un petit peu également le process et que ça vous donne également de la capacité de pouvoir le réitérer à votre bon vouloir par la suite. Donc je suis allé voir un petit peu sur les différents réseaux sociaux, je suis allé voir sur Medium qui est en général très utilisé. Donc j'ai creusé un petit peu et j'ai trouvé la proposition et la mise en avant, la proposition de valeur quand même assez sympathique. Il nous explique qu'effectivement, il n'y a pas du tout les mêmes problématiques dans la finance décentralisée de manière globale qu'avec le gaming. Et ça, pour le coup, ça peut vraiment s'entendre. Vous avez un petit graphique. Je vous remets le lien effectivement du light paper et du white paper complet pour le coup par rapport à celui-ci. Mais là, ils ont fait effectivement des petites illustrations du coup, effectivement, entre les besoins, la rapidité, la scalabilité, bref, les différentes caractéristiques qu'on retrouve habituellement sur une blockchain, mais là spécialement pour le gaming. Et effectivement, leurs arguments, en tout cas, moi, me fait sens pour le coup. Donc après, est-ce qu'ils ont mis vraiment en avant? Là, ils ont mis une petite solution avec 3 types, effectivement, pour le coup, de NFT. Donc il y en a qui, par exemple, alors ce ne sont pas exactement des NFT. Par exemple, pour ceux qui connaissent, il y a aussi ce qui existe des NFC. Donc ce n'est pas également des NFT comme on connaît traditionnellement, qui sont utilisés notamment pour des projets, j'ai plus le nom, pour Genopet, par exemple, qui ont déjà été utilisés de mémoire. Donc, c'est difficile de savoir exactement tout ce qui s'est fait en termes de blockchain gaming parce que c'est vraiment une niche dans la niche, donc en termes de comparaison. Donc il faudrait vraiment rentrer davantage dans la comparaison. Mais là, ils nous mettent en avant effectivement différents types de NFT qui seront effectivement propres et nécessaires pour effectivement le gaming. Donc là, on est par exemple un type de NFT entre guillemets pour le coup, mais qui pourrait servir de monnaie directement du jeu. Donc je sais que ça s'est déjà fait, mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer les process? Et je trouvais la proposition quand même sympathique. Est-ce que ça se fait déjà sur d'autres blockchains? Probablement, mais à voir entre ce qu'ils disent des fois et ce qui est arrêté. Il faut voir si c'est vraiment, entre guillemets, une réelle innovation ou pas. Mais je trouvais les propositions de valeur, en tout cas sympathiques, à faire à suivre par rapport à celle-ci. Et je voulais effectivement vous la partager. Donc en gros, on a un NFT qui pourrait servir à la monnaie du jeu, du coup, en interne au jeu au lui-même. On aurait un token qui pourrait effectivement être transféré sur d'autres blockchains, donc écrit directement à partir de leur blockchain à eux, donc un petit peu comme un export au final, et un autre type de NFT qui pourrait être lui créé sur d'autres blockchains et importé directement chez eux. Donc on a un token qui sert d'export et un token qui sert d'import au niveau de là où il a été créé initialement. Et un token qui pourrait servir effectivement uniquement du coup de NFT, mais du coup uniquement en interne, comme par exemple la monnaie du jeu. Ce qui était fait initialement effectivement avec pas forcément du coup des NFT, mais directement avec des crypto-monnaies entre guillemets comme on les entend aujourd'hui. Donc à creuser par rapport à tout ça, au niveau de l'utilisation, c'est pas non plus révolutionnaire, pour le coup, frais de gaz, gouvernance, récompense de jalonnement et paiement. Donc là, il faudra voir effectivement la pertinence pour le coup de cette blockchain de l'utilisation. Et en fait, elle va dépendre, comme beaucoup de projets, comme UOS par exemple, si vous connaissez, la plateforme UOS va dépendre en fait des projets qui vont incuber et qui vont mettre en avant. S'il y a des projets qui explosent au sein de UOS, il se peut que UOS prenne énormément de valorisation. Si ce n'est pas le cas et qu'on n'a pas de game changer qui arrive depuis l'incubation de UOS, ça se trouve, UOS aura du mal à prendre de la valeur. Et c'est exactement le même process avec celle-ci. Donc, nouvelle blockchain qui est utilisée directement par le nouveau projet de Ubisoft officiellement en Web3. Je trouve ça pertinent et affaire à suivre. En plus de ça, mine de rien, ils ont du bon monde en plus dans la team. Là, pour le coup, on a le cofondeur également de YGG qui a une grosse guilde, pour ceux qui connaissent, d'un des plus gros projets sur le domaine du coup des guildes de gaming. Donc mine de rien, il n'y a pas n'importe qui dans la team, donc affaire à suivre par rapport à celui-ci. J'ai creusé un petit peu également au niveau de l'émission, donc vous voyez que c'est quand même assez conséquent les premiers mois, les premières années, donc on injecte assez rapidement et du coup je suis allé rechercher également au niveau des backers, donc des investisseurs, quelle était la libération en détail. Je l'ai récupéré et j'ai réussi d'ailleurs à trouver qui était également en tant qu'investisseur. On n'a pas forcément toutes les datas en complet, mais ils ont quand même fait un beau multiple. Là, pour le coup, au niveau du prix actuel, on est quasiment déjà à 1 x 5 en termes de multiple. Donc, c'est pas non plus énorme. Des fois, je vous assure que ça passe facilement sur des x20, x30, x40, voire même des fois beaucoup plus, et des fois à des 3 chiffres. Donc, ça reste extrêmement raisonnable, je trouve, par rapport à ça. En plus de ça,
ils sont bloqués 12 mois, et là on le voit, c'était mi-décembre, donc ça nous fait même pas pour le coup 7 mois, donc on a encore 5 mois de battement où justement pour le coup les investisseurs ne pourront pas directement revendre leurs tokens, sachant qu'en plus de ça, on n'est pas non plus sur une libération extrêmement agressive parce qu'on est seulement à 4,17 par mois pour les investisseurs au niveau de leur allocation. Ils avaient quand même une allocation qui était quand même après assez importante, mine de rien. On le voit ici, pour le coup 14%, donc c'est quand même, faut le prendre en compte pour le coup, donc c'est vraiment pas négligeable non plus, mais mine de rien, alors je reprends du coup mes datas ici, on a 20 millions qui ont été levés par rapport du coup aux investisseurs, donc c'est quand même, ça fait quand même pas mal de fonds, donc c'est vraiment à prendre en compte, mais ils sont encore bloqués du coup pendant environ 5 mois, donc ce qui nous donne quand même de la marge si potentiellement justement le projet de Ubisoft arrive à donner davantage de visibilité, et qui sait, pareil, j'ai pas creusé les autres jeux qui étaient disponibles et qui utilisaient également du coup la blockchain Oasis, mais potentiellement qu'on peut avoir également des très très bons projets. Donc vous avez le site juste ici, si vous voulez creuser, je vous invite à creuser également de votre côté et faire également votre propre avis. Vous voyez par exemple là, il y avait, je les zappe un petit peu vite, nos validateurs, on a Ubisoft qui se remet là, mais je vois également Astar qui a un gros projet par exemple de Polkadot. Donc il faut voir un petit peu aussi les autres projets qui sont susceptibles de donner également de la crédibilité et de faire utiliser effectivement la blockchain. Au niveau de la supply, donc on n'a pas forcément le détail publiquement sur CoinGecko ou autre, mais là on le voit, on est à 800 millions. Ok, donc je vous reprends les données qui sont juste ici. 800 millions sur un total de 10 milliards, donc vous voyez que c'est encore dérisoire. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement une poussée haussière avant que les investisseurs puissent vraiment avoir une capacité de revendre beaucoup de jetons? Ça va prendre en compte. Et à mon sens, c'est pas un drame si justement il n'a pas performé dès sa sortie. Pourquoi? Parce que forcément, si tu injectes, je te dis une bêtise, 100 000 tokens alors que tu en as déjà 700 000, ça va être moins que si tu n'en as que 100 000 en circulation. Et donc forcément, les premiers temps au niveau de l'inflation, au niveau de la libération, ont beaucoup plus d'impact sur le prix en termes de proportion. Donc, à voir si la demande vient sur la blockchain et vient sur le token et si on arrive à l'absorber. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Là, je n'ai pas forcément d'énormes critères ultra haussiers sur celui-ci. Il faudra voir comment ça évolue, surtout qu'en plus avec les pièges haussiers, dans ce moment, je vous l'ai dit, j'aime pas trop ça, là, ce qui se passe actuellement. Mais je me suis dit que ça peut vraiment être un projet à surveiller de près. J'ai calculé, du coup, le calcul directement avec la circulating supply actuelle, donc qui est de 800 millions par rapport au prix, qui est juste ici. Donc vous pouvez également suivre par vous-même, toujours en calculant effectivement, alors je l'ai juste ici, le nombre de tokens en circulation fois directement le prix qui est directement affiché sur CoinGecko ou autre, ou sur n'importe quel référentiel de prix. Et on arrive sur la fin du top 400. Donc on arrive sur après 490, 495 au niveau du market cap. Donc c'est pas non plus extrêmement petit, d'accord? Par contre, on a quand même Ubisoft qui peut potentiellement mettre de la lumière dessus et avoir également les partenaires. Donc, affaire à suivre. Juste un détail que je voulais également vous souligner que je n'ai pas compris. On est censé avoir très peu de supply qui sont directement sur le marché. Okay, et on est censé avoir seulement, pour le coup, 5 milliards qui est délivré au bout, là, pour le coup, de 3 ans. Du coup, 36 mois. Sauf qu'en stacking, je vois sur le site qu'il y a 3 milliards de tokens en stacking. Donc, pourquoi? Je me pose la question pour le coup, parce que du coup ça fait un écart. On n'est pas censé avoir autant de tokens qui sont libérés. Donc est-ce que ça veut dire que les tokens qui ne sont pas encore libérés au niveau du vesting et au niveau de la token economics peuvent générer du stacking, sachant que c'est quand même du stacking à 10%, donc c'est très raisonnable. Par contre, 10% des 3 milliards, ça fait une inflation quand même de 300 000 tokens supplémentaires tous les ans. Donc si c'est des personnes qui sont censées être bloquées directement dans le projet au niveau de la team, au niveau du développement, etc., qui sont juste ici, ça va prendre en compte aussi. Donc j'ai pas ce petit détail par rapport du coup au staking, parce que là il y a trop de tokens, donc affaire à suivre. Ça se trouve, ils peuvent pas retirer leur bénéfice du staking et pourront que quand leur vesting sera également libéré. Je pense qu'en termes d'expérience, il y a de fortes chances que ce soit effectivement ça, où ils peuvent uniquement récupérer également leur bénéfice du staking après la libération de leur token. Mais j'ai pas le détail et là pour le coup à mon sens c'est une question qu'il faudra poser directement sur le Discord du coup de l'équipe que vous pourrez très facilement retrouver juste ici directement sur le site officiel. Donc affaire à suivre par rapport à celui-ci. Méfiez-vous du côté des altcoins. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve également en meet-up du coup pour ceux qui seront là effectivement à Nice le 11 juillet. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker effectivement et à vous abonner. On active les cloches de notification et on se dit à la semaine prochaine.